Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Clément Maître et Robinson Neuville. Bonjour Clément et Robinson. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte fondateur et à la tête du bureau Forme. C'est ça. Vous vous définissez ainsi, je cite, « Forme est une agence créative et technique qui s'engage dans des opérations variées, recouvrant des situations spatiales et sociales diversifiées, de l'échelle du paysage à celle de l'objet. Sa production agit sur la fabrique du territoire, l'architecture et le design. Déjà un beau programme, puisque vous intervenez à toutes les échelles. Sacré programme. Vous ajoutez, je cite, « Forme fonde sa méthodologie sur une exploration des possibles. Forme défend une disponibilité affirmée à l'égard de l'inattendu, de l'incongru apparent, du potentiel inventif de toute situation pour aboutir à une production indépendante et décomplexée. » Vous êtes jeune et vous convoquez d'emblée dans le champ des possibles la créativité. C'est ce qui me donne une grande envie de vous entendre et de connaître mieux votre travail. On va commencer par le début, comme il est d'usage ici. Quel est votre parcours ou quels ont été vos parcours respectifs? Quelles ont été vos jeunesses respectives? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Robinson. Alors, à la base, donc, Clément et moi, on s'est connus à l'école d'architecture de Versailles. Donc ça, c'est un peu le fondement finalement de notre relation et de l'amitié qu'on a créée là-bas. Plus personnellement, moi, j'ai grandi plutôt à Paris, d'un père designer et d'une mère psychologue. Donc un mélange forcément explosif. Entre le questionnement et la forme. Voilà, ça. On en reviendra par la suite. Et ensuite, après des études assez classiques, un baccalauréat scientifique et puis l'école d'architecture, qui n'était pas forcément mon premier choix. Mais par contre, effectivement, l'envie peut-être de créer, de s'intéresser à une méthode ou à une manière de changer un peu les choses autour de soi. Et donc finalement, l'école d'architecture est arrivée et ça a été une vraie découverte, parce que finalement, avant d'y être, je pense que j'avais pas vraiment réalisé ce que ça impliquait, ce que c'était que ce métier. Et ça a été un long apprentissage fait de collaborations diverses, dont une que j'ai gardée un peu plus que les autres, c'est Clément. Mais en fait, vous étiez curieux par nature, parce qu'autrement, vous ne seriez pas allé jusque-là. Certainement. Probablement. Clément. Un peu de la même manière, je pense que ce qui nous rassemble, ou en tout cas quelque chose qu'on a en commun, c'est qu'a priori, on n'est pas né dans l'architecture. En tout cas, moi, mes parents étaient scientifiques, je suis dans une famille, tout le monde est ingénieur. Et donc, je suis un peu tombé par hasard là-dedans. Mais pas ingénieur bâtiment, alors? Non, ingénieur agroalimentaire, pour être précis. Et du coup, par hasard, c'est une anecdote peut-être un peu banale, mais finalement, ce qui m'a fait choisir, ou en tout cas postuler en école d'architecture, c'est un guide de l'étudiant, un QCM, qui a abouti sur vous pourriez faire mathématicien ou architecte. Du coup, j'ai candidaté dans les deux et puis finalement, j'ai choisi l'école d'architecture de Versailles. Ils ont progressé dans les QCM. Ça fait de bon temps, il n'y avait pas ça. Ils sont précis maintenant. Ouais. Du coup, après, c'est vrai que l'école d'archi de Versailles, ça a été un peu une révélation, une découverte en tout cas de ce domaine assez vaste.
Et là, on s'est rencontrés, on a commencé à collaborer assez rapidement quand on était étudiant. On a trouvé ça assez rigolo. Et du coup... oui, ensuite, même de faire des concours étudiants, de faire... Vous avez charretté ensemble. On a charretté ensemble. C'est vrai que l'école d'archi de Versailles, elle était... maintenant un peu moins, mais il y avait ces ateliers ouverts H24, 7 sur 7. C'était vraiment un microcosme dans lequel on pouvait s'investir à 4000%. Et c'est ce qu'on a fait. On en a bien profité pendant 5 ans. On a rencontré de très bons amis là-bas. On a beaucoup organisé de soirées aussi. Et on a pas mal organisé de soirées, fait des événements. Mais voilà. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis moi j'ai fait un petit passage par l'Angleterre où j'ai fait un Erasmus à Oxford. Pendant que moi, le Danemark. Donc, chacun un peu des expériences à l'étranger. Et puis on est revenu. Et puis après, si on doit arriver jusqu'à aujourd'hui, on peut dire aussi qu'on a travaillé un peu en agence. Alors, vous pouvez les citer, ces agences ? Tout à fait. Vas-y. Moi, j'ai travaillé chez ATSP, Tom Sheehan. Donc ça, c'est un architecte américain qui est installé à Paris, mais qui est plutôt spécialisé dans les infrastructures sportives. Oui. Et puis après, j'ai continué chez Dubuisson, donc Thomas et Caroline Dubuisson. Plutôt une agence, pour le coup, qui fait aussi du sport, mais qui s'intéresse aussi à d'autres constructions et programmes très diverses. Une collaboration assez longue avec eux aussi. D'accord. Et on en déduit que vous êtes un sportif ? Pas tant que ça. Non, je pense que le j'ai toujours été intéressé par ces lieux où l'humain vient pour aussi bien se parfaire que rencontrer les autres, que s'améliorer dans un domaine, que finalement pratiquer le sport, qui est peut-être l'activité la plus sommaire que l'on ait aujourd'hui dans notre société. Donc voilà, c'est peut-être ça. Puis c'est des bâtiments assez sympathiques à dessiner quand même. Les gymnases, les piscines. Ça a toujours été un vrai attrait. Et c'est vrai que on peut exprimer de la créativité là-dedans. Oui, encore. Et Clément, alors ? Et moi, je ferais juste un tout petit retour en arrière sur le diplôme. Peut-être juste pour dire que tous les deux, on a fait plutôt un parcours urbain à Versailles. En tout cas, on a tous les deux passé notre diplôme avec Jamel Clouche de l'AUC. Moi, il était en collaboration avec Ido Avissar. Et toi, c'était avec Office. KGDVS, ouais. Et donc ça, c'est quand même un peu un élément assez important de notre pratique. Et puis ensuite, je suis très vite allé travailler chez ECDM, Combarel-Marec, où j'ai travaillé sur des projets de bureaux essentiellement. 2 gros immeubles de bureaux, un à Montrouge et un à Saint-Étienne. Et puis j'ai ensuite travaillé chez Jean-François Baudin, de l'agence Baudin et Associés, qui lui, pour le coup, a une pratique très différente de ce qu'on faisait chez Combarel-Marec. Peut-être, je dirais que un peu atypique dans le sens où il travaille essentiellement sur des programmes de musée, il fait de la scénographie, dans des contextes de réhabilitation un peu exceptionnels. Et là, je crois que j'ai surtout appris à construire avec lui. Du chantier ? Du chantier, pas mal, ouais. Chantier de réhab un peu lourde, dans des contextes patrimoniaux. Donc, à la fois, et je pense que c'est quelque chose qui reste un peu dans notre pratique actuelle, à la fois des interactions avec des acteurs de la ville qui sont eux-mêmes très sachants et qui défendent des convictions. Je pense aux architectes des bâtiments de France, aux architectes des monuments historiques. Des contextes techniques un peu complexes puisqu'on a des immeubles qu'il faut préserver et en même temps inscrire dans le futur. Dans le futur, exactement. Et donc en collaboration, bien évidemment, avec des entreprises tout aussi exceptionnelles que les programmes certifiés monuments historiques et qui apportent vraiment quelque chose à la discussion quand on passe en chantier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'agence, je pense qu'on valorise toujours cette phase du chantier comme une phase de projet en tant que telle. C'est pas juste la réalisation, mais c'est aussi un moment où on peut concevoir, ou en tout cas, on peut affiner le projet en collaboration avec les entreprises et de manière à... Je pense qu'aujourd'hui, on s'en sert pour essayer d'être le plus juste possible dans notre réponse, puisque parfois l'entreprise, elle est en mesure de nous dire cette solution-là, elle va être moins coûteuse en carbone, puisque je vais pouvoir faire venir tel matériau, le faire de telle manière, éviter des méthodes de confortement qui peuvent être lourdes, etc. Et donc,
Cette discussion-là, on l'amène encore aujourd'hui dans les projets qui sont bien évidemment un peu à beaucoup plus petite échelle ou en tout cas avec des budgets moins conséquents. Mais on cherche à conserver ça. Donc, vous avez décidé à un moment donné de vous associer. Tout à fait. Exactement. Quel a été l'élément déclencheur, une commande ? Oui et non, je dirais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être si on doit le raconter la belle histoire, on a décidé de s'associer. En fait, on a fait un concours quand on était en 2e année d'école d'archi pour la direction de l'innovation de Groupama, où ils nous ont demandé de réfléchir à ce qui aujourd'hui est le coworking. Mais à l'époque, ça n'avait pas véritablement de nom. Et donc, on a fait ce concours, on a gagné. Robinson, moi et un ami à nous qui s'appelle Baptiste Blot, qui travaille en Suisse actuellement. Et je pense que ce jour-là, on s'est un peu dit « Ah, c'est quand même cool de bosser ensemble, de faire des projets et peut-être de gagner des concours. » Et il y avait cette idée qu'on le ferait plus tard, une fois qu'on serait diplômé. Mais ensuite, la vie a fait que ça ne s'est pas passé d'une façon parfaitement linéaire, je dirais. Et c'est toujours comme ça. Exactement. Et je pense que moi, j'avais à la fois, chez Jean-François Baudin, j'avais un grand plaisir à travailler avec lui et sur des sujets très spécifiques. Et en même temps, peut-être le sentiment que sa pratique était assez éloignée des enjeux d'aujourd'hui. Et donc, j'avais envie un peu de me confronter à ça et j'avais envie de faire des projets. Je crois que voilà, ça a toujours été un truc où il n'y en avait jamais assez. Voilà, de prendre votre place. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai commencé à faire de la réhabilitation d'appartements pour tous mes copains qui s'achetaient leur premier appart. Ça, je faisais ça le soir et le week-end. Et Robinson me donnait un coup de main, mais il avait un peu plus de boulot, lui, dans ses agences où c'était des cadences plus importantes. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est transformé en réhabiliter un local commercial, puis un truc un peu plus gros, puis quelque chose qui devenait difficile à gérer entre 7 et 8 heures le matin et entre 19 et 20 heures le soir. Du coup, voilà, on a eu une super discussion. À un moment, tu t'es lancé, à un moment, tu t'es dit, j'arrête tout, je me mets à 100% là-dessus. Donc finalement, il n'y a pas véritablement d'acte fondateur, mais il y a une espèce de glissement vers l'activité libérale qui s'est fait doucement. D'abord avec un temps partiel chez Jean-François, et puis carrément à plein temps, et en essayant de développer les projets au fur et à mesure. Et c'est à ce moment-là aussi que Robinson... moi, j'étais plutôt spectateur de ce glissement de Clément. Oui. Et forcément, ça fait poser des questions. Et forcément aussi, je pense que tout architecte, à un moment aussi, se pose la question de passer à l'action par soi-même. Et c'était un vrai défi. Et je pense que on s'est lancé dedans comme un défi. Maintenant, ça fait 3 ans. On verra ce qu'il en est demain. Voilà, donc Robinson a rejoint Clément. Tout à fait. Finalement, assez rapidement, puisque moi, ça faisait à peine 1 an que je bossais tout seul, et puis je bossais vraiment sur des tout petites choses. Et donc, mais dans ce sens, je pense qu'on a un peu mis la charrue avant les bœufs. On n'a pas eu ce projet qui nous a dit « Ok, il faut qu'on s'installe, on a un projet suffisamment conséquent ». On a plutôt dit « On va faire une agence, et puis cette agence, elle va nous servir pour accéder à la commande ». Alors justement, j'ai une question qui est récurrente dans Comme d'Archi. Peut-être que vous avez déjà répondu d'ailleurs dans ce que vous venez de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Vous avez dit que vous souhaitiez faire des projets ensemble. Est-ce que c'était ça déjà, ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Je dirais, oui, d'une certaine façon, c'était ça. Ou en tout cas, dit différemment, je pense qu'on en a bien profité de ces 10 premières années d'exercice. Jusqu'à présent, on prend énormément de plaisir à travailler. Et donc, dans ce sens-là, oui, on a accompli ce qu'on souhaitait. Je pense que quand on est... L'école d'archi, c'est quand même un moment un peu exceptionnel. C'est génial d'étudier l'architecture. C'est vraiment 5 ans, hyper stimulant, intéressant. On n'envisage pas la limite et on souhaite qu'une chose, c'est de continuer comme ça pour travailler ensuite au quotidien. Je pense que d'une certaine façon, ça, on l'a peut-être accompli, donc on est content. Mais après, c'est vrai que pratiquer, ça nous amène à avoir d'autres envies aussi. Donc, je pense que vous faites référence à nos années d'école d'archi, et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, alors les envies qu'on avait à l'époque, peut-être on les a accomplies, mais surtout aujourd'hui, on en a d'autres, de nouvelles. Je pense qu'effectivement, on a pensé à un certain métier à l'école, qui était un métier très intéressant. Et aujourd'hui, plus on avance, plus on découvre aussi d'autres facettes de ce métier,
qui sont intéressantes aussi, mais qui produisent du coup de nouvelles envies et qui donnent aussi... Alors, quelles sont-elles, ces envies ? C'est une bonne question. Je pense que quelque chose auquel on n'est pas confronté quand on est étudiant, c'est le client qu'on a en face de nous ou l'utilisateur du bâtiment qu'on conçoit. C'est vrai. Du coup, on est à l'école, on fait des choses plutôt en lien avec les références qui nous intéressent. On est son propre client même, souvent. Ouais. On fait son propre programme, donc bon, déjà ça c'est... Et ensuite, on commence à pratiquer et puis on doit discuter avec des gens, négocier, se mettre d'accord, convaincre. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble, qu'on aime beaucoup finalement aussi. Et peut-être on se doutait pas de cet aspect de notre profession quand on était étudiant. Et aujourd'hui, on a encore plus envie d'accomplir des choses de cette manière-là, en collaboration avec les gens avec qui on travaille. Voilà, donc appel au maître d'ouvrage, une jeune agence optimiste, avec une part de créativité et de poésie, parce que c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas dans ce que vous présentez. Et vous vous autorisez à rêver, en fait. C'est ce que je ressens. Et je trouve que c'est chouette parce que beaucoup de vos confrères jeunes et de votre génération sont très sérieux par rapport à l'urgence climatique. Et tellement sérieux que je pense qu'il y a une part de rêve qui s'évapore, qui est plus là. Et moi, je la retrouve en vous, en tout cas dans ce que vous présentez. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez une certaine singularité. Donc vous êtes encore tout neuf dans votre pratique. D'ailleurs, vous allez maintenant nous raconter l'histoire de vos projets, qui est une histoire naissante. Et on vous en souhaite plein. Nous aussi. Alors, ce qui ne veut pas dire, ce que je viens de dire, que vous excluez tout ce qui est durabilité, etc. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Voilà. Mais c'est vrai que même si je pense qu'on essaye de travailler de façon sérieuse, puisque c'est quand même sérieux de construire des immeubles et en plus on les construit pour une certaine durée, on n'a pas envie de se prendre au sérieux pour autant. Et c'est là où c'est pas parce que c'est des sujets compliqués, qu'il y a des enjeux financiers importants, tout ce qui peut faire la complexité de notre profession, c'est pas pour ces raisons-là qu'on doit pas rigoler au passage. Ou prendre du plaisir. Ou prendre du plaisir. Et du coup, si vous avez du plaisir à travailler, vous allez le transmettre dans les espaces que vous allez proposer. Oui, et puis pour aller plus loin sur ce que dit Clément, je pense que l'architecture, c'est un moment quand même façonner son environnement. Et je pense que c'est intéressant de se questionner sur des usages. Et on parle de rigoler, mais c'est finalement juste produire du plaisir aux habitants, aux usagers, autour d'une question qui mérite d'être résolue d'une manière peut-être parfois un peu atypique, quoi. Mais il y a quelques projets qui sont... déjà, le premier. En fait, le premier projet, c'est assez marrant et c'est assez drôle comme ce premier projet, en fait, a été peut-être un peu une réaction en chaîne. C'est tout simplement... j'étais en coloc avec une fille qui avait été propriétaire de son appartement à Voltaire. Puis ensuite, je suis parti vivre ailleurs. Et elle m'a appelé un jour en me disant « Est-ce que tu veux pas refaire l'appart dans lequel on a vécu ? Finalement, tu as vécu dedans, donc peut-être que tu es le mieux placé pour le refaire. » Et donc, fleur au fusil, j'y suis allé, avec un budget divisé par 2, avec des envies, avec beaucoup, beaucoup trop d'envies par rapport aux 45 mètres carrés dans lesquels on les a fait. Mais c'est là, aussi où c'était hyper drôle, quoi. C'était parfois un peu compliqué, surtout en chantier, avec une entreprise qui a du coup accepté de baisser ses prix pour travailler avec nous, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est jeune. Et ça, c'est le premier projet. Et en fait, ces gens-là, ils nous ont suivis assez longtemps, puisque finalement, son époux est pharmacien. Et du coup, il nous a commandé l'aménagement de sa pharmacie. Donc, on a fait un de nos premiers projets d'espace de RP, d'espace recevant du public. C'est une petite pharmacie pas très loin d'ici. Donc, dans l'histoire de nos projets, il y a cette phase de pharmacie qui est une phase très intéressante, parce qu'à la fois, c'est un programme... essentiellement intérieur, qui a priori consiste uniquement à essayer de faire rentrer un maximum de médicaments dans un minimum de mètres carrés, mais en même temps... c'est de l'urbanisme médicamenteux. Ouais, peut-être, ou en tout cas c'est
c'est un lieu de soins dans un sens. Et donc, c'est un lieu qui doit accueillir les gens de façon agréable, qui doit les faire se sentir rassurés. Et donc, il y a une vraie question d'architecture, de comment on éclaire ces lieux-là qui sont souvent éclairés, pas éclairés naturellement. Comment on fait pour que le parcours soit fluide. Je pense que quand on a la grippe, alors c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais quand on a la grippe, on a envie que ce soit simple. Et donc, il y a eu une première pharmacie rue de Clichy. Et après, il y a eu une deuxième pharmacie rue d'Amsterdam, qui là, pour le coup, était beaucoup plus grosse, puisque c'était l'intégralité d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage, d'un haussmannien. Et ça a été aussi un projet assez intéressant sur comment on fait pour intervenir dans un existant, comment on fait pour faire évoluer la destination d'un bâtiment qui, a priori, quand même, a été conçu pour remplir une fonction plutôt liée à l'habitat, même si les rez-de-chaussée de l'haussmannien sont souvent des commerces. Très vite, l'entresol, c'est du logement. Et donc, il a fallu concevoir à la fois un espace d'accueil du public, donc une boutique, enfin une officine, un parcours, un flux assez complexe à gérer, puisqu'en fait, il y avait un porche pour accéder à la cour de l'immeuble. Donc, la boutique, en fait, elle passe au premier étage, elle redescend au rez-de-chaussée. Donc, on a fait un ascenseur, 2 escaliers, une dizaine de banques d'accueil. Un robot aussi. Un robot pour distribuer les médicaments, donc tout ça dans un haussmannien, avec des laboratoires, puisque c'est la pharmacie, elle s'appelle la pharmacie homéopathique de l'Europe. C'est la plus grosse productrice d'homéopathie à Paris. Donc ils ont des laboratoires où ils fabriquent des médicaments sur place, ce qui pour nous a été aussi une grande découverte d'imaginer que dans un immeuble haussmannien on puisse fabriquer des gélules d'homéopathie. Et puis les bureaux, toutes les activités annexes, le stock, etc. Donc ça a été un projet qu'on a abordé en effet avec cette structure un peu brute, puisque finalement il y avait quand même un budget restreint. Et aussi, et je pense que ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est chercher à agir de façon un peu juste sur l'existant. Donc si on doit casser un plancher pour créer un escalier, où est-ce qu'on va faire la trémie et au passage le renforcer ce plancher, puisque il faut pouvoir mettre beaucoup plus de poids que si on fait un logement. Comment on fait pour concevoir ça de façon à ce que l'escalier puisse aussi résoudre ces problématiques structurelles, à la fois être bien implanté pour gérer les flux et en même temps s'inscrire de façon un peu douce dans le bâtiment, sans trop le déranger, je dirais. Pareil pour l'ascenseur. Comment on fait pour faire un ascenseur ? Parce que faire une étude de sol pour créer des fondations dans le 9e arrondissement de Paris, c'est quand même un peu compliqué. Comment on fait pour faire un ascenseur sans trop chatouiller les fondations de l'immeuble existant ? Ça a été assez drôle comme étape de projet. Ouais, finalement, un projet intérieur est très ancré dans la ville. Oui, tout à fait. À Paris. Ouais. C'est une manière de la découvrir en tout cas. Ouais. De faire un projet dans un endroit comme ça, c'est une manière de découvrir la ville, une autre histoire de la ville. Peut-être. Ouais. Et un autre projet dont j'avais envie de parler, c'est l'hôtel à Angers. Si tu veux. On a eu une petite phase où on nous a demandé de réfléchir à un hôtel 5 étoiles dans un domaine viticole dans le Maine-et-Loire, pas très loin de là où habitent mes parents. Et un projet un peu mégalo, mais en même temps pris par des enjeux de comment on fait de l'architecture dans un territoire rural, avec a priori des élus qui n'ont pas forcément trop envie de voir des immeubles de 5 étages se construire, etc. Et donc une discussion assez vive avec le client, en fait, mais en même temps qui nous a poussé à vraiment réfléchir et travailler à proposer un projet qui soit cohérent, qu'on puisse justifier dans les moindres détails, puisqu'à chaque fois qu'il y avait un truc un peu pas évident, il nous disait « mais ça, c'est quoi ça ?» Donc c'était un client à la fois très dur et en même temps... Il est sorti ce projet ? Non, il n'a pas été construit pour plein de raisons. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une grande tristesse pour moi, parce que je suis sûr qu'il serait super ce bâtiment. Ouais. Mais à la fin... on vous proposait quand même de construire un hôtel ex nihilo. Oui. Ouais. Et le projet, de toute façon, c'est pas fait. Non. S'il se faisait, c'était le vôtre. Oui. Il n'y avait pas de compétition dessus. Non, c'était une commande directe. Direct. Et je pense que peut-être... Ça, c'est ce qui a motivé Robinson à me rejoindre, parce que là, il s'est dit « Ah, c'est quand même cool de faire un hôtel 5 étoiles dans un domaine viticole. » Non, mais je pense qu'à travers ce que dit Clément, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être... et c'est dans le sens de votre question, moi j'ai plutôt compris comme ça, c'est l'histoire aussi des projets, genre peut-être comment on fait leur histoire, ou l'histoire qu'on leur écrit, la méthode qu'on applique peut-être aussi.
Je pense que vous êtes quand même maître de vos projets quelque part, Tout à effectivement. fait. Donc, autrement, vous ne seriez pas là. Non, mais c'est plutôt que du coup, on peut peut-être expliquer aussi un peu comment on procède, parce que la relation avec le client, elle se passe aussi à travers la méthode de travail qu'on développe. Il se trouve qu'à l'agence, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, enfin je sais pas, c'est un truc en tout cas qu'on a lancé et qui nous intéresse, et qui rejoint aussi ce que vous disiez en préambule un peu sur la recherche, la créativité et l'attrait pour peut-être l'atypique et l'incongru. C'est que finalement, nous, on aime bien, quand on aborde un projet d'archi, alors on rencontre le client, on écoute ses demandes, on essaye d'échanger au maximum avec lui pour vraiment cerner le sujet. Et puis après, on rentre dans une période un peu de réflexion où finalement, on expérimente très largement de nombreuses pistes. Peut-être même des pistes aussi qui ne sont pas celles que le client en veut. Parce qu'on considère qu'il y a un moment aussi, un passage à faire où il s'agit de faire une analyse un peu froide, un peu pragmatique de toutes les possibilités d'un projet. Au regard de certaines règles, de certaines demandes, de certains programmes, de certaines problématiques aussi qui peuvent être très propres à un lieu ou une matière. Et c'est en développant ce projet, en lui faisant passer une sorte de grille analytique qui fait que, après, on va restreindre le cône, mais on démarre très large, et puis après, on diminue, on resserre. Et après, on en présente un certain nombre au client aussi, on rééchange avec lui. Mais ce qui fait aussi qu'on aboutit à des projets, finalement, qui sont jamais trop ce que nous, on prévoyait, ou ce que le client prévoyait aussi. Donc finalement, il y a une sorte d'évolution comme ça, d'une manière de faire le projet qui doit sortir un peu de lui-même. Voilà. Oui, moi je le comprends comme quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé au départ, mais qui va permettre de faire émerger une singularité. Oui, ou en tout cas dans le process de créativité qu'on cherche à mettre en place. Et ce dont on se rend compte, c'est que assez vite, on peut avoir tendance à répéter, faire des variantes sur le même thème un petit peu, à se reposer sur ses acquis, mais de façon très positive. Parfois, finalement, comment on fait pour à chaque fois se réinventer ? On est obligé de se forcer à voir différemment ce qu'on voyait d'une certaine manière avant. Et donc pour le faire, c'est presque une approche par l'absurde. C'est là où les mathématiques ne sont pas très éloignées de ce qu'on fait. On va dire, ok, a priori, de façon innée, qu'est-ce que j'ai envie de faire là ? Et puis ensuite, qu'est-ce que ce serait le projet inverse ? La contradiction, quoi. Et puis ensuite, ce projet inverse, il nous amène à nous poser une autre question. On dit, ok, c'est quoi le projet qui va à fond dans cette question-là ? Et de fil en aiguille, on fait plein de choses. Et après, on se retrouve à découvrir parfois même des formes ou des projets ou des manières d'organiser le plan auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, en fait. En fait, vous mettez en contradiction votre propre travail, ou vous faites un contre-projet qui vous permet de faire une synthèse. Et souvent, nous, on appelle ça des scénarios. Et du coup, aussi, l'autre grande liberté que je vois un peu dans ce principe-là, c'est que chacun peut y mettre un peu sa touche. C'est-à-dire que même les gens avec qui on collabore, ils nous disent moi, je pense à ce scénario-là. Moi, j'y avais pas du tout pensé. Bon, vas-y, développe-le, on le présente, on en parle, on le présente. Ça permet vraiment de faire avancer en parallèle des pistes. Et je pense qu'à la fin, surtout, ça permet de générer un projet qui se nourrit de toutes ces expériences. Et parce que peut-être on peut douter parfois, une fois qu'on a choisi, on choisit un peu de façon objective. Et du coup, quand on doute un peu en phase quand il faut déposer un permis de construire et qu'on se dit est-ce que c'est ça le bon projet ? On peut revenir sur ce petit carnet de recherche et se dire oui, en fait, on ne l'a pas choisi au hasard. On a un peu séché le sujet au point qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose que Robinson, tu le dis pas, mais c'est que tu as appris en travaillant chez Bjerkingels quand même. Oui, non, c'est un système que j'aime bien. C'était chez Bjerkingels. J'ai pas relevé tout à l'heure. Parce que c'était chez Big. Si, mais c'est une méthode effectivement qui développe là-bas et que j'ai toujours trouvé intéressante. Et c'est vrai que je continue à l'appliquer. Combien de temps chez Big ? 1 an ? Oui, un peu moins que ça, mais c'était très intéressant. C'était une césure. Mais comment on arrive à rentrer là-bas quand on est français ? Ils étaient plus petits que ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, mais si, l'histoire est drôle, parce que du coup, moi je suis parti en Erasmus, et comme quelques chanceux de l'école, puisqu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et malheureusement ou heureusement, Robinson n'a pas eu la chance d'avoir la place dans l'Erasmus qu'il convoitait. Peut-être qu'il avait visé quelque chose de trop populaire aussi, je ne sais pas. Et du coup, ils se sont dit avec Baptiste, le fameux troisième qui n'est pas là aujourd'hui, on va aller bosser au Danemark et puis on va
essayer de candidater dans les agences. C'est à l'époque une agence qu'on regardait beaucoup, mine de rien. Peut-être moins aujourd'hui quand même. Mais non, l'histoire que je trouve assez drôle, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais c'est l'histoire des boucles horizontales et verticales. Oui, ça c'est vrai qu'on avait chacun candidaté avec une mise en page un peu osée et qui faisait que les boucles se complétaient en fait quand ils étaient assemblés. Donc du coup on a été pris tous les deux. C'est ça, l'agence, ils ont reçu un mail en disant toi t'es le boucle vertical, on te prend, et ton copain avec le boucle horizontal, on le prend aussi. A priori ça va bien ensemble. Mais du coup là-bas en tout cas ils développaient les projets un peu de cette manière-là. Alors d'une manière peut-être plus plastique, formelle. Voilà. Mais je pense très systématique en tout cas. En tout cas, il y avait ce systématisme. Mais Clément, vous êtes allé là-bas alors aussi leur rendre visite, oui. Non, en tout cas, il a bien suivi de loin, mais avec nous, le système qu'on avait expérimenté là-bas, quoi. D'accord. Et c'est un système qu'on reproduit aujourd'hui un peu, effectivement. Ouais. Donc ça a été une bonne école. Ça a été une super école. Alors, vos autres projets, vous travaillez à toutes les échelles. Oui, on a eu un deuxième prix sur Europan il y a 2 ans maintenant. C'est vrai que l'urba, c'est un sujet qui nous a toujours fascinés puisque on a fait notre diplôme dessus. Après, peut-être qu'on a un peu plus de mal à accéder aux commandes d'urba. Peut-être aussi que pour l'instant, on se satisfait de la petite échelle et du coup, il y a des phases et ça viendra. Donc là, c'est surtout Europan surtout Europan qui nous a permis de travailler l'urba. Mais je dirais que sur cette question des échelles, c'est vrai que en fait, on a un petit peu discuté pour préparer ce podcast quand même avec Robinson. Et on s'est dit, peut-être il y a quelque chose qu'on peut dire et qui est peut-être pas évident pour tout le monde, mais nous, ça nous paraît tellement... Enfin, je sais pas. C'est qu'on a du mal à définir la limite entre le design, l'architecture, l'urbanisme, ou en tout cas... on les voit plutôt comme des outils dont on peut se servir au moment où on a besoin. Et donc, c'est vrai que on se plaît à faire un peu de design, je dirais peut-être un peu simplement, mais parfois, on se pose la question, est-ce qu'ici, il faut faire une cloison ou est-ce qu'il faut faire un meuble ? Et finalement, on finit par dessiner des lampes et on trouve ça tout aussi intéressant. Et comment on fait pour raccrocher l'objet, peut-être un peu design, au projet d'architecture dans lequel on va l'intégrer et éventuellement à la ville ou au territoire dans lequel ce projet se situe. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on cherche à développer à terme. Puis je pense à un projet souvent qui revient, qu'on cite quand on doit parler de ce sujet de l'échelle et de l'urbanisme, l'architecture, le design. C'est toujours ce projet de Sana qui est assez vieux, qui est assez ancien, où en fait, c'est la mise en place d'une série de barbecues dans un champ, régulièrement espacés. Et il y en a comme ça, il y en a 50 ou 100 à perte de vue. Et voilà, à quel moment le barbecue devient de l'urbanisme ? À quel moment il reste un objet quand il est multiplié par autant de fois et qu'il est disposé d'une manière aussi réglée ? Je pense que l'objet, l'urbanisme, quid de l'un à l'autre. Voilà. Un projet qui peut peut-être illustrer cette démarche-là, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec une agence qui s'appelle Baumann, à Lyon, au sein du centre commercial de Pardieu, qui est en cours de réhabilitation par MVRDV. Et la demande de notre client, qui était le food market, a priori déjà c'est un événement qui a lieu un peu régulièrement à Paris, c'était de concevoir un restaurant dans une coque de commerce, de centre commercial un peu classique. C'était un magasin de vêtements, je crois, avant. De concevoir un restaurant, ce qui s'appelle un food court, qui avait vocation à durer 1 an, peut-être 1 an et demi. Bon, et nous, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, OK, s'il faut le jeter, ce projet, comment on fait pour réduire son impact environnemental ? Et c'est là qu'en cherchant les acteurs locaux, en réfléchissant à la façon dont on pouvait fabriquer des tables un peu simplement pour que les gens puissent s'installer, des tables qui pouvaient aussi être des stands de restauration, on a développé avec Baumann ce principe d'échafaudage. En fait, on est allé chercher un échafaudeur un peu équilibriste qui échafaude des monuments historiques dans la région lyonnaise. Donc, il est capable de mettre un échafaudage au-dessus d'une coupole pour venir la réhabiliter. Donc, on a eu de nombreuses discussions avec cette société qui, en fait, nous a loué les échafaudages. On les a installés dans le restaurant, on y a accroché quelques morceaux de bois pour fabriquer des tables. Et puis, à la fin de l'occupation, on lui a rendu l'échafaudage et on espère qu'aujourd'hui, il est peut-être
en train d'étayer la façade d'un monument historique, je ne sais où. Avec le restaurant. Et ça, dans un sens, à la fois, il y a l'échelle territoriale, comment ce morceau de tube d'acier il se déplace et il remplit des fonctions et il change de forme lui-même tout seul. Et en même temps, finalement, comment le mobilier, l'objet peut fabriquer une architecture, puisque c'est un échafaudage du coup dans lequel on se déplaçait, qui était plutôt à l'échelle du bâtiment qu'à l'échelle de l'objet. Vous avez, pour la version anglaise, choisi un projet. Est-ce que vous voulez quand même en dire quelques mots en français ? Bien sûr. Bien sûr, oui. On a choisi un projet en fait qu'on vient de livrer. Il s'agit de la Villa Magalon. Donc, c'est un projet atypique, exceptionnel. Il s'agit finalement d'une pièce de convivialité qui est dans un parc, dans le 7e arrondissement de Paris. Et en fait, la base de ce projet, c'est que finalement, il vient s'insérer dans un bâtiment existant qui est une serre. Donc une serre ancienne qui était délabrée et honnêtement proche de l'extinction. Et donc, le choix a été fait finalement de la conserver en l'état, de la transformer totalement pour pouvoir totalement changer sa fonction. Donc, y mettre l'accueil des malades. En fait, donc c'est une clinique privée qui a des traitements plutôt lourds et donc les malades qui sont là pour un certain temps peuvent, par session, être invités dans cet espace qui est donc un peu hors de l'hôpital, hors du temps, dans le parc, en interaction directe avec la nature, pour finalement bénéficier de sessions de conférences, de cours d'art plastique, de cours de yoga, des choses qui n'ont rien à voir avec le soin. Et donc, il s'agissait finalement vraiment de changer la fonction d'une serre. Donc, une serre, à la base, c'est pas fait pour pouvoir forcément accueillir toutes ces fonctions. Mais en même temps, ça allait bien avec cette idée aussi que le programme allait permettre à ces gens d'être immergés dans un environnement proche de la nature et pendant un moment, sortir de leurs problèmes de soins. Tu veux en dire un mot peut-être sur Oui, mais c'est un peu le premier bâtiment qu'on livre. Donc on est super content de le voir un peu sortir de terre et de le voir exister aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qui nous a beaucoup plu dans ce projet, c'est en fait, je dirais, le paradoxe de la commande, si ce n'est l'absurdité, mais de façon positive encore une fois, puisque a priori une serre, c'est quand même un bâtiment dont la forme est destinée à remplir une fonction très spécifique et très précise. Et en même temps, la commande, c'est de changer sa destination. C'est d'en faire un ERP. Et donc, comment on fait pour changer la destination d'un bâtiment vraiment très contraint ? Ou en tout cas... l'effet de serre, déjà. Voilà, et a priori... grosse contrainte. Ouais. Tout à fait. Et ce qu'on a trouvé assez drôle tout au long de ce processus, c'est qu'elle a été conçue pour essayer d'emmagasiner un maximum de chaleur. Et nous, la demande qu'on nous a faite, c'est plutôt de comment faire pour la climatiser. Du coup, ça, c'était assez drôle. Après, je ne sais pas si la façon dont on l'a traité est forcément idéale, puisque on aurait aimé pouvoir rester sur des choses très archaïques. Et puis, à un moment, il a fallu quand même faire rentrer de la technique là-dedans. Mais c'est aussi la façon dont on l'a traité, du coup, jouer avec ce paradoxe. Donc, de toute manière, comme disait Robinson, le contexte était très spécial, puisque c'est le 7e arrondissement de Paris, c'est un secteur sauvegardé, soumis à l'avis des ABF. En l'occurrence, ce bâtiment, il était destiné à être conservé en l'état. Donc, il y a une longue discussion avec Frédéric Masviel, l'ABF du 7e arrondissement, que je salue s'il m'écoute. Qui a été super à l'écoute, et par contre c'est vrai que très vite on s'est mis d'accord sur une démarche qui a guidé la conception. C'était de dire tout ce qui sort du sol, c'est restauration patrimoniale à l'identique, si ce n'est que ça passe en double vitrage pour quand même essayer d'économiser de l'énergie. Mais par contre, ce qu'il y a sous le niveau du sol, vous pouvez faire un projet contemporain dessus. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de creuser pour gagner en hauteur sous plafond. On a conçu... Pareil, c'est un bâtiment dans lequel il n'y a pas de faux plafond, donc comment on fait pour mettre des clims quand il n'y a pas de placo ? Du coup, on a conçu une espèce de banc qui fait le tour du bâtiment, dans lequel on a intégré la ventilation, l'électricité, la climatisation. Et aujourd'hui, on y rentre et en fait, on se demande s'il n'a pas toujours été là, et ça, c'est assez drôle. Et des choses que, à la fois, on anticipe, mais en même temps, on est toujours très content de le découvrir quand c'est construit, c'est le fait de creuser, ça met aussi le patient, ou en tout cas les gens qui rentrent dans le bâtiment, à une autre échelle par rapport au jardin. Et donc, il se retrouve un peu plus bas, c'est un peu tamisé. Et donc, dans ce bâtiment qui, a priori, a tendance plutôt à faire fuir leur regard, on se retrouve dans une ambiance un peu tamisée.
Il y a vraiment un côté un peu in and out à ce projet, avec finalement comment conserver et réutiliser finalement une enveloppe existante et comment réinterpréter totalement ce qui se passe dedans, tout en gardant des traces du passé peut-être à certains moments, mais réinventer un usage. Le tout avec un super maître d'ouvrage et des super entreprises qui sont certifiées monuments historiques. Donc des visites d'ateliers de charpente en Normandie, à discuter de sections de bois qui étaient déjà minuscules mais qu'on cherchait encore à affiner pour rester dans l'épure du bâtiment existant. Super expérience en tout cas. Vous travaillez beaucoup en commande privée, essentiellement, ou À la base, oui. Je pense que c'est la jeunesse de l'agence, c'est la commande en direct. C'est la demande de notre client qui va utiliser les lieux qui vient nous voir. Et ça reste encore aujourd'hui une grande part de notre travail. Après, je pense que de plus en plus, on commence à s'intéresser au public, au marché public. On en fait, en fait, tout simplement. Pendant 3 ans, on a candidaté, comme toutes les jeunes agences, à beaucoup de marchés publics, sans grands résultats. Et là, depuis l'année dernière, on a commencé à gagner quelques appels d'offres. On fait la réhabilitation d'ateliers d'artistes pour l'Académie des Beaux-Arts dans le Vexin. Super projet aussi atypique de réhabilitation thermique à l'origine, mais finalement, ça s'est transformé plutôt en réorganisation programmatique comment on fait pour vivre et travailler dans un lieu, dans un même lieu. C'est un lieu qui accueille des artistes en résidence pendant 1 an, des artistes qui sont français mais aussi étrangers. Donc il y a une notion un peu de communauté aussi. Moi je vois ça comme une sorte de comment façonner un peu une communauté, lui donner les clés pour créer. C'est eux-mêmes des artistes, donc provoquer des rencontres aussi entre les rencontres. Voilà, c'est vrai que c'est un projet qui est encore en développement mais qui est passionnant. On a démarré une rénovation thermique aussi pour Paris Habitat, dans le 9e, rue Turgot. Donc là, tout autre sujet, plutôt s'interroger sur un acquis, un existant, l'haussmannien. Donc le sujet est toujours pour les architectes lourd et complexe. Ça va être une belle référence. Mais ça va être une super référence. Et puis là, pour le coup, c'est du logement qui plus est social, vraiment au cœur de la métropole. Donc voilà, là, il y a On espère que ce sera une belle référence. En tout cas, on espère faire un projet qui puisse être à la hauteur des habitants. C'est un projet d'envergure, là L'idée, je pense que, sans parler précisément de ce projet, mais de manière générale, aujourd'hui à Paris, on a une quantité faramineuse d'existants qui ont vieilli, qui vieillissent. Et on rentre dans une phase, une nouvelle étape, je pense, de notre histoire à tous commune au XXIe siècle, où on se pose la question de ces bâtiments, comment les garder et les rendre désormais viables sur le long terme. Et donc la question de Paris Habitat, auquel nous on essaye de répondre, c'est ni plus ni moins que ça. C'est comment faire en sorte que les habitants qui y sont parfois depuis en plus très longtemps, puissent continuer à y rester et améliorer tout simplement. Là, c'est un projet, mais finalement, il y en a 10 000 autres sur Paris qui peuvent bénéficier des mêmes traitements. C'est vraiment... Non, mais c'est un peu je pense que c'est un vrai sujet qui va être amené à se renouveler. Vous avez une équipe ou vous travaillez uniquement tous les deux ? Non, on est une équipe, on a plusieurs salariés, on accueille aussi des stagiaires. Puis je pense aussi qu'il y a une... Alors au début, on n'avait pas d'équipe, mais en fait très vite, on avait... 3 ans travailler avec des salariés, c'est bien. Parce que vous êtes déjà deux. Ça, c'est quelque chose qui est venu assez rapidement, peut-être étonnamment, parce que je pense qu'a priori, on n'est pas vraiment des entrepreneurs. Ou en tout des cas, chefs d'entreprise. Managers. Déjà, on a peu de compétences dans ce domaine-là, ça c'est sûr. Et puis, on n'est pas Startup Nation, comme certains aiment le dire en ce moment. Donc, on n'est pas dans une logique de croissance exponentielle. Mais ceci dit, dès le départ, on s'est entouré de collaborateurs. Zoé, elle est arrivée à l'agence, ça faisait 3 semaines qu'on était dans l'espace de coworking, dans le premier espace de coworking. Robinson était encore salarié, même s'il travaillait avec nous. Donc, c'est vrai qu'on aime partager ça aussi. Et j'allais dire, pour aller plus loin, on a toujours partagé nos locaux en fait, avec d'autres et d'autres agences d'archi. Et on se forme, en fait, on est une petite agence parmi une grande agence, quoi. Parce que, en fait, on partage pas les projets, mais on partage toutes les autres problématiques. Et je pense que c'est un vrai vivier, en fait, d'être... Aujourd'hui, je vois, donc on a partagé les agences que Clément a citées tout à l'heure. Baumann, ça a été nos partenaires, nos colocataires d'agences. Aujourd'hui, on partage
beaucoup avec une agence qui s'appelle Anavida et puis Moc. Bon, bref, à chaque fois, c'est finalement partager un espace, mais un peu plus, je pense. C'est partager aussi des problématiques et surtout quand on est une jeune agence, en fait, on s'est créé juste ni plus ni moins que notre entourage voilà, qui nous bénéficie au jour le jour. En fait, c'est comme une plus grosse agence avec plusieurs projets. C'est ça. Sauf que vous êtes maître de vos propres projets. Ouais, on en rêve un peu. On aimerait peut-être formaliser ça, puisqu'aujourd'hui, c'est plus, je dirais, une mise en commun de moyens. Peut-être on aimerait aller plus loin. Pour le moment, c'est pas forcément sur la table, mais je pense qu'il serait intéressant de changer ou de faire évoluer le modèle de l'agence d'architecture pour justement conserver cette petite échelle d'entreprise artisanale qui est très propre à l'exercice français de l'architecture, mais en même temps faciliter les collaborations. Être dans un environnement capable de répondre à des enjeux même ne serait-ce que juridiques, contemporains, un peu complexes pour faire des projets. C'est un peu ce qu'a fait Plan 01. Exactement, un peu, d'une certaine manière. Mais sans vouloir retourner aux mathématiques, moi il y a un truc... En fait, avec Jean-François Baudin, j'ai eu la chance de travailler sur le concours pour l'Institut des mathématiques avec Cédric Villani, qui a été gagné par H2O. Mais du coup, moi, je me suis plongé dans ce lieu d'apprentissage et de connaissances complètement dingue. Et ils avaient un séminaire qu'ils appellent le séminaire Bourbaki. Et je me disais, mais c'est quoi Bourbaki? Et donc je commence à regarder. En fait, Nicolas Bourbaki, c'est un mathématicien des années 50 qui a écrit plein de choses, plein d'articles de mathématiques incompréhensible pour nous. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que cette personne n'a jamais existé. C'est juste un collectif de mathématiciens qui ont tous décidé, à l'époque où Internet n'existait pas, de signer des papiers sous ce nom d'emprunt. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. C'est un bel exemple, en plus, qui reste méconnu, je pense. Ouais. Comment vous imaginez le monde d'après ? Vaste sujet. Ça a lancé un débat entre Robinson et moi. N'imaginez pas. Cette question nous a duré 2 heures hier. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps là. Non, vous avez 2-3 minutes. Juste, je pense que ce que ça évoque pour nous, le monde d'après, c'est le fait qu'il y ait une espèce de rupture. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui ne fait pas forcément écho chez nous. Mais peut-être, du coup, ce qui nous intéresse, c'est le monde de demain. Et du coup, le monde de demain, a priori, du coup, si c'est pas une rupture, il s'inscrit plutôt en continuité de ce qu'il y a aujourd'hui. Sans vouloir botter en touche, moi, en fait, en parallèle de l'agence, en parallèle de l'agence, j'enseigne à l'école d'architecture de Paris-Est à Marne-la-Vallée avec Ido Avissa, dans une filière de projet de master qui s'appelle Fragment. Et on démarre le semestre avec les étudiants de 4e année en leur présentant cette citation de Nietzsche qui dit il faut émietter le réel, il faut perdre le respect du tout. Émietter l'univers, perdre le respect du tout. Et donc la filière s'appelle Fragment, s'intéresse à ce qu'on peut appeler la ville diffuse, cette espèce de territoire un peu matière grise, faite de périurbains, mais pas uniquement. Et du coup, peut-être que si le XXe siècle était l'essor de la métropole, de la grande ville, peut-être qu'aujourd'hui, on doit s'attaquer à cet espace urbain un peu chaotique ou périurbain un peu chaotique qui peut-être serait le monde de demain. Robinson ? Non, mais je pense qu'on en avait parlé, on avait un peu conclu autour de ça. Je ne sais pas si on va être dans une société où il n'y aura plus d'électricité, plus de pétrole, ou si on vivra au contraire en haut de gratte-ciel en verre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, la période qu'on a traversée récemment nous a montré que finalement, c'est un peu peut-être la fin des métropoles. Dans une certaine mesure, on peut vraiment se poser la question si demain, finalement, on voit bien l'essor du télétravail, les transports en général, fait qu'aujourd'hui, et on l'expérimente au jour le jour avec Clément et nos amis autour de nous qui ont 30 ans, les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, ils n'ont plus peur de prendre un boulot en province et partir vivre dans une maison à 2 heures quand même de Paris et proche d'une gare. Mais néanmoins, il y a une forme de décentralisation. Et je pense que ça, c'est peut-être vraiment un phénomène nouveau. Et voilà, le monde d'après, je ne sais pas, mais le monde de demain, à mon avis, il est beaucoup plus il va se décentraliser. Voilà.
Quels conseils donnez-vous à vos étudiants en architecture aujourd'hui ? Je pense, on peut donner que un ou deux conseils. Bon, déjà, c'est prendre autant de plaisir que possible, ça c'est sûr. Et puis après, peut-être que la plus grande qualité pour un architecte, c'est de faire preuve de curiosité. Donc, rester curieux. C'est ça, c'est être probablement un peu libre aussi, parce que finalement, innover, ça oblige à un moment de transgresser un petit peu. Et puis voilà, expérimenter, rechercher, pas passer trop de temps à la cafette, mais bosser un peu quand même, et puis voilà, ça devrait bien se passer. Bon. Je ne commenterai pas. Faites pas comme nous. Un mot de la fin ou du début ? Merci. Merci beaucoup, c'était très merci agréable. À vous. Merci pour votre temps. Vous aussi, c'était fort agréable. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. N'oubliez pas d'ici là le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.